is down! No! Sagan is down! Taken Van Avermaet with him! Et là, lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Bonjour à tous pour deuxième épisode de Dame et ses amis. Pour ce deuxième épisode, je reçois Baptiste et Laurent. En fait, quand je dis je reçois, j'ai reçu et on a eu quelques petits soucis techniques, dont toute une partie de notre discussion qui a malheureusement pas pu être sauvegardée. Et donc on fait un peu du bricolage. Je les remercie pour ça, ça a été un peu embêtant et je m'excuse auprès d'eux pour avoir perdu une partie de leur intervention qui était plus spontanée et pour les avoir un petit peu ennuyés à leur demander de rebosser un peu plus pour que cet épisode puisse exister. Et comme dans le premier épisode, donc on garde le même fil rouge. Donc on va parler tout d'abord du top 3. Ce sera le premier vrai top 3, puisque si vous vous rappelez ou si vous avez regardé le premier épisode, on était parti sur des pronostics puisqu'il n'y avait pas encore eu vraiment de course. Ici donc ça va être les premiers vrais top 3 coureurs du mois. Ensuite on partira sur un petit peu d'actu. On va parler des différents sprinteurs, il y a eu pas mal de sprints là, avec pas mal de sprinteurs en forme, donc on va un petit peu en discuter. On partira un petit peu sur le choix de Brooks de ne pas être passé par la case intermédiaire comme Grégoire peut le faire. Pourquoi actu? Simplement puisque Grégoire vient de disputer sa première course en World Tour, et donc ça m'a fait un peu penser à ça parce que j'avais eu quelques discussions, un peu de débat je vais dire, même si moi j'avais pas un avis très tranché, et donc ça m'intéresse d'avoir les avis de Baptiste et Laurent sur le sujet. Et ensuite on partira sur Gazprom qui a gagné en plus, et est-ce qu'il faut les boycotter ou pas vu la situation actuelle et la guerre lancée par Vladimir Poutine, puisqu'on sait que Gazprom est assez proche de Poutine. Donc voilà, ça c'est un peu les actus qu'on va évoquer. Ensuite, rubrique habituelle, souvenirs de Mars, ou en tout cas ce que Mars peut évoquer au niveau cyclisme pour mes deux invités. Et enfin, on finira avec la course que mes invités et moi-même attendons le plus pour ce mois de mars 2022. Voilà, donc je vais leur laisser la parole, une petite présentation chacun, et puis on rentrera dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc moi c'est Baptiste, donc Bat sur Twitter pour ceux qui connaissent. J'ai 28 ans, j'habite en Haute-Normandie, donc en France, je suis le seul français avec nos deux amis belges. Salut, moi c'est Laurent donc, ou Laurent J sur Twitter, pour ceux qui me suivent. J'ai 19 ans, je viens de la province de Liège en Belgique, et je suis à peu près le vélo depuis 2012, avec le Grand Van den Broek évidemment. En tant que Belge, ça m'a un peu bercé. Fan évidemment de tous les Belges en général, coureur préféré de Ghent, même si pour l'instant il y a un Néerlandais là chez Intermarché qui commence à bien rentrer très haut dans mon estime là, Van der Hoorn évidemment. Et voilà, je suis ici pour passer un bon moment, parler un peu avec dans l'émission Dame et ses amis alors. Alors pour dire vrai, on avait plutôt fait chacun son top 3 et en discussion ça passait mieux. Là ça va être un peu long si je laisse chacun faire son top 3, donc j'ai fait un petit montage. Je vous cache pas les coulisses. Donc on va parler un peu du troisième shot chacun, puis du deuxième, puis du premier. Donc au niveau de mon top 3, en troisième position, je mettrais Quintana quand même, qui a été assez impressionnant sur le Tour de la Provence et notamment sur le Tour du Haut-Var, hein. C'est là où il m'a le plus impressionné, même sur l'étape où Wellens gagne. Je trouvais que résister comme ça, Wellens suivre sur le plat, même son sprint, enfin il me semblait quand même très fort. Sur l'étape aussi l'étape qu'il gagne devant Guillaume Martin après un beau raid solitaire où il a creusé non seulement dans la montée, hein, mais ça on connaît ses qualités de grimpeur quand il est à ce niveau-là, mais également sur les portions un peu plus plates et sur les descentes, il fait une très jolie descente.
je trouvais vraiment très fort. Donc je dis pas qu'il va pouvoir refaire quelque chose sur un grand tour, hein, parce que je suis pas certain encore qu'il ait le niveau pour tenir 3 semaines et pour se confronter aux meilleurs, mais j'espère pour lui que ce sera le cas et pour Arkea qui fait un très beau début de saison. Et je pense qu'avec son niveau, là qui ressemble plus à celui de début 2020 qu'à sa saison dernière où il était passé à côté, notamment à cause de ses soucis de genoux, je pense que s'il arrive à maintenir ce niveau-là durant 3 semaines, ce sera un client, pas forcément pour le podium, hein, parce que de toute façon, on sait que les 2 premières places, sauf incident ou fait de course, seront prises par Roglic et Pogacar. Et après, il y a des jeunes qui sont très forts derrière, comme Vingegaard, comme Vlasov, comme Almeida, bon, qui sera sur le Giro. Hein, mais voilà, je pense qu'il sera parmi peut-être les prétendants au top 5 qui seront juste après le podium, à condition, encore une fois, hein, qu'ils gardent ce niveau-là. Alors même si mon tour viendra après, je rebondis déjà sur ce que vient de dire Baptiste, parce que Quintana, c'était en fait mon troisième homme également, jusqu'à quelques heures, même pas quelques minutes avant de tourner cet épisode, quand Fabio Jakobsen est venu remporter Kuurne. Et voilà, je développerai un peu plus tard sur Jakobsen, fatalement, mais Quintana, ça m'avait marqué aussi. Belle reprise, effectivement. Bon, on peut toujours dire que la concurrence n'était pas énorme, mais effectivement, il m'a assez plu. Et en plus, pour la même raison que ce que Baptiste évoque, moi, c'est là où il m'a le plus bluffé, c'est l'étape où il perd finalement contre Wedens, où je le trouve très très fort dans sa résistance sur des routes qui étaient totalement à l'avantage du Belge. Et voilà, et j'ai pas vu l'étape du lendemain, donc peut-être qu'il était de nouveau très impressionnant, enfin j'imagine qu'il est de toute façon impressionnant, mais moi l'étape où il perd, il m'a vraiment bluffé malgré tout. Donc moi, alors, j'ai fait mon top 3 et j'ai voulu d'abord mettre en troisième place un coureur qu'on ne parle pas beaucoup et qui s'est mis en valeur même s'il n'a pas encore remporté d'étape. C'est Nathanael de Tesfation qui va être remporté pour la deuxième fois le Tour du Rwanda après sa première victoire en 2020. Il termine 6 fois dans le top 10 sur les 8 étapes et il remporte brillamment en général et d'une bien belle façon. Je voulais mettre ce coureur en évidence parce que c'est un coureur que j'apprécie beaucoup, que je suis un peu quand même, et qui n'avait pas encore eu de grands résultats. Je sais bien on l'avait vu l'année passée sur le Tour du Doubs, notamment faire de bonnes places, ou sur le Giro, essayer de se mêler parfois au sprint massif, mais bon, il faisait au mieux. Euh, et ici, il se révèle à nouveau 2 ans après sa première victoire, et j'ai voulu mettre en évidence un plus petit coureur en troisième position parce qu'il le mérite et parce qu'il faut le mettre en évidence aussi, c'est peut-être pour ça. Donc moi en numéro 3, ben, j'aurais eu tendance à faire rentrer Jakobsen puisqu'il n'était pas dans mon top 3 avant Kuurne. J'aurais eu tendance à faire tout décaler d'une place, et finalement non, parce que ce qu'il fait c'est quand même vraiment fort, donc je le mettrai un peu plus haut. Et donc en numéro 3, j'ai choisi de parler de Remco. Remco qui fait quand même un beau début de saison. On pourrait penser que il est parfois on pense qu'il est un peu surcoté. On pourrait me parler de la petite déception sur le gravel, là, où il lâche finalement pas mal de temps. Mais au final, il ne faut pas oublier qu'avant ça, il gagne une étape, il est quand même leader. Derrière, en Algarve, il nous sort un chrono de dingue, absolument de dingue. D'accord, il n'y a pas tous les spécialistes, mais mettre presque une minute à Kung. Et Kung, dont on voit en plus ici sur le week-end d'ouverture qu'il est vraiment en très très grosses conditions. On l'avait déjà vu en Algarve, mais là il a confirmé ici en étant très très fort sur l'ouverture. Donc énorme chrono qui justifie que je le place là. Bon, il n'y a pas que le chrono, après de toute façon il tient sans problème pour gagner le général. Donc voilà, il méritait bien une place dans mon top 3, je pense. En deuxième position de mon top 3, j'ai mis Benjamin Thomas. Parce que j'ai beaucoup aimé son étoile de Bessèges. Je m'attendais pas du tout à le voir à ce niveau. Je savais que c'était un gros rouleur chrono. Je sais très bien que les gros rouleurs chrono sont capables en tournant bien les jambes, en s'entraînant un petit peu pour la montagne d'avoir un bon niveau.
Mais de là à gagner le Tour de Bessèges devant des coureurs comme Tobias Johansen, devant également Alberto Bettiol qui est en plus en bonne forme, j'aurais pas pensé, surtout qu'il a été quand même très complet, hein. Il fait 7e sur la première étape, il fait 6e sur la seconde, il gagne la 3e. Donc au terme d'une très jolie étape, très jolie victoire, où il part, hein, vraiment en costaud à la pédale, contre Johansen et Bettiol qui n'ont pas les jambes pour le suivre. Vraiment en spécialiste, gros rouleur dans les derniers kilomètres. Il fait 11e ou 12e sur l'arrivée au sommet, enfin au sommet, sur l'étape que gagne Johansen, à une vingtaine de secondes. Bon, là, je pense que les pourcentages pour le coup étaient trop importants pour lui. Il fait troisième du chrono. Troisième du chrono à 10 secondes de Ghana sur 11 km. Donc ouais, j'ai trouvé plutôt vraiment très solide. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, avec un rôle plus important chez Cofidis. Ça sera intéressant de le voir, parce que c'est vrai que chez FDJ, on sait que sur ce genre de course, s'il y a Godu, s'il y a Pinot, il y a plus trop de place derrière, et puis derrière avec des jeunes comme Walter, comme Storer aussi qui est arrivé cette année. Bon, c'est sûr que s'il était resté à la FDJ, il aurait probablement un rôle beaucoup moins important. Donc là, c'est vrai qu'à la Cofidis, à part Martin et Izagirre, je pense que sur des petites courses comme ça d'une semaine, ça peut être très intéressant pour lui, hein. D'autant que là, c'est la première saison, il se focalise vraiment sur la route et où il travaille sur cet objectif. Donc, je pense qu'il peut être intéressant à l'avenir et progresser encore plus sur route. Donc ouais, j'ai vraiment, puis en tant que Français, forcément, ça m'a fait plaisir vraiment de le voir à ce niveau. Et puis après, pour la deuxième position, et même pas la première, j'ai décidé de mettre les sprinters en évidence. En deuxième, j'ai décidé de mettre Jasper Philipsen, évidemment, en tant que Belge. Il ne pouvait pas ne pas le mettre. Il vient de sortir de l'UAE Tour en remportant 2 étapes et en remportant le sprint du peloton sur la 6e étape remportée par Vacek, voilà, pardon, Vacek, peu voir comment on lit. Je trouve vraiment que c'est celui qui s'est le plus démarqué sur ce chrono, sur ce UAE Tour, pardon, et qui fait quand même 10e du contre-la-montre, du petit contre-la-montre. Il est très en forme. C'est pour moi celui qui a fait la meilleure position sur le Tour, et voilà, il me manque encore des références face à Jacobsen, à Ewan, mais pour moi, là clairement, ouais. Tant qu'on n'a pas la comparaison, on ne sait pas dire, mais pour moi, vraiment, au début de saison, il déchire tout. Et je pense qu'on peut avoir une très grosse saison de la part de Jasper. Et j'espère qu'il pourra attraper les belles et face à de grands cadors, d'autres grands cadors du sprint. Parce qu'il le mérite vraiment et il en a le potentiel. Moi, mon deuxième homme, ça va être quelqu'un dont je ne suis pas absolument fan. Ça va être Alejandro Valverde. Alejandro Valverde qui, à son âge, est très fort dès Majorque. Il en gagne une. Honnêtement, il doit gagner une deuxième. On en a un petit peu discuté. Je peux être un peu de mauvaise foi puisque c'est Wellens, c'est dire que, ok, bon, Valverde avait qu'à être mieux placé. Wellens sort large, on peut discuter tant qu'on veut, mais si on est un peu honnête, le sprint de Wellens c'est limite. Donc il peut gagner 2 fois à Majorque, Valverde. Il est très très bon à Valence, et en fait il crève sur le gravel, et malgré tout, avec son pneu crevé, il fait une montée quand il sort du gravel exceptionnelle. Il remonte notamment à Evenepoel et est très très fort sur la fin de l'étape, et donc il est placé sur le général malgré tout. Et puis il est encore très très fort là récemment, où il a gagné le classement général un petit peu titillé, on va dire, par Woods. Pas si simple, mais il est là et il gagne. Donc vraiment très impressionnant à son âge, ce début de saison. Mon top 1, ce serait Jacobsen, que j'ai trouvé vraiment très impressionnant, surtout sa victoire à Kurn,
parce que bon, ses 4 autres victoires étaient impressionnantes aussi, mais bon, c'est Jacobsen, on sait que c'est top 2, top 3 monde en sprint, hein, pour ne pas dire le meilleur, même pour moi cette saison, mais on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des sprinters. Donc je l'attendais à ce niveau-là. Par contre sur Kurn, bon bah non seulement il arrive à bien passer les bosses, etc., mais ensuite il fait un pause sprint face à Ewan. C'était la première confrontation entre les deux. Et il gagne pas à la photo finish, quoi. Il était quand même au-dessus. Il sort un gros sprint. En plus, il a le meilleur train possible, hein, meilleure équipe qui puisse exister pour un sprinter. Donc je pense qu'on est parti sur des très grosses bases et qui fera une très très grosse saison. D'ailleurs, le duel avec Cavendish pour la présence au Tour de France risque d'être intéressante, hein. D'ailleurs, le fait vert a annoncé récemment que ce serait au plus méritant. Donc, je pense que ça va envoyer au niveau de ces deux-là, parce que les deux vont vouloir avoir leur place. Il y a Cavendish qui aura le record de Merckx dans le viseur, et Jacobsen qui voudra forcément continuer sa saison qu'il a commencé sur les chapeaux de roue. Donc voilà, ce serait mon top 1. Et donc, en première position, peut-être pas très original, hein, mais j'ai mis Fabio Jacobsen, qui en février a fait 6 sprints. Sur les 6, il en remporte 5. C'est comme une stat monstrueuse. Le seul qui remporte pas, il était mal placé, il y avait des petites circonstances en plus. Mais donc vraiment monstrueux. Il déchire tout son passage, il a le meilleur train. Actuellement, sûrement le plus rapide. Surtout quand on voit Kurn, alors qu'il était tout seul sans train, il arrive quand même à battre Ewan et tous les autres, et tous les meilleurs qui étaient là, qui étaient encore bien là et bien frais. Donc très très costaud. Patrick Lefebvre a dit que le plus costaud de Quick-Step irait sur le Tour de France dans les sprinters. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Jacobsen, vu comme il est parti. Vraiment là, il est vraiment sur une série incroyable. Et un Jacobsen, qui n'était pas dans mon top 3 avant Kurn. Bon, évidemment, c'est pas que Kurn, c'est la plus grande course du monde, mais gagner des sprints sur des, entre guillemets, petites courses à étapes, c'est une chose. Gagner une classique comme Kurn en ouverture, avec Ewan en face, et il nous sort un sprint énorme. Et bien sûr, Ewan était mal placé, et il se débrouille bien tout seul, mais il est quand même là, quand Jacobsen lance son sprint, il est juste derrière. Jacobsen qui prend le vent très très tôt, et Ewan qui le remonte, mais pas tellement finalement. Et il faut le faire face à Caleb, qui est, à mon avis, on en parlera après dans les sprinters, mais certainement le plus pur sprinter, je vais dire, moi de la bande, je pense que c'est lui. Et ce que Jacobsen fait, c'est quand même énorme. Donc ça, combiné au fait qu'il gagne tous ses sprints, à part un où il y a eu un petit souci, il méritait bien là, je pense, d'être le numéro 1 cette fois-ci. Voilà, alors on peut passer à l'actu. Première rubrique, comme j'avais dit au début d'émission, les sprinters, on les a vus un peu tous se mettre à leur avantage. Cavendish a gagné, Groenewegen a gagné, Ewan a gagné, Jacobsen a gagné, on vient d'en parler, Philipsen a gagné. Donc tous les grands sprinters sont là. Il y en a un grand sprinter quand même, si on se base sur les dernières années, qui n'a pas gagné, c'est Bennett. Voilà, moi j'aurais aimé avoir votre avis un petit peu sur une éventuelle hiérarchie parmi ces sprinters, qui vous voyez un peu au-dessus, et est-ce qu'on va avoir une bagarre vraiment royale entre tous ceux-là? Alors si je devais faire ma propre hiérarchie des sprinters au monde, actuellement je mettrais tout au-dessus évidemment Ewan et Jacobsen, qui pour moi restent les deux plus rapides au monde. Même si Ewan n'a pas encore su battre de grands cadors du sprint, clairement, normalement, en vitesse pure, sur les petites courses qu'il a gagnées, on a vu qu'il gagnait assez facilement. Pour moi, il est toujours dedans. Et puis sur le deuxième palier, alors, on a tous les autres qui sont considérés comme cadors. C'est-à-dire que moi, je considère comme cador Cavendish, Merlier, et Van Aert, à la limite. Je peux considérer Van Aert. Et encore, Bennett, je le considère à moitié. Et Bennett et Groenewegen, parce qu'ils étaient très rapides dans leurs anciennes équipes. Et si en partant, ils ont l'air d'avoir toujours une bonne vitesse et bon placement,
Mais ouais, il manque des équipiers pour les aider. On a vu que Bennett était bien emmené sur le tour. Il a quand même pas fait des résultats dingues. Il se faisait dépasser par Couille. Et pareil pour Groenewegen. Sur la première étape, il mérite de gagner clairement. Et après, on sent qu'il n'est pas toujours dans le coup. Il a du mal à se positionner. Donc c'est compliqué. Pour moi, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le top 1, ce serait vraiment Jacobsen, hein. Pour moi, c'est le meilleur sprinter du monde sur ce début de saison. Alors, en termes de vitesse pure, je mettrais peut-être Ewan devant. Mais voilà, Jacobsen a le meilleur train. Je pense qu'au niveau je sais pas, je sais pas comment, je saurais pas comment expliquer ça, mais je trouve que Caleb Ewan aussi souvent lance ses sprints un petit peu tard. Il a tendance également à se placer un peu mal. C'est souvent quand même qu'il est pas dans les premières positions à 1 km, 800 mètres de la ligne et qui remonte. Et on le voit souvent d'ailleurs des sprints où il remonte comme une bombe à la fin, où il est clairement le plus rapide, mais où il part de trop loin ou bien où il lance son sprint un peu plus tard, mais les deux de toute façon vont de pair. Donc là, Jacobsen avec le train Quick-Step, en plus il sera déposé systématiquement aux 200-300 mètres de la ligne. Et je pense que cette saison, ce sera le sprinter qui gagnera le plus. Caleb Ewan en deuxième position. Caleb Ewan en plus qui ne va pas se focaliser que sur les sprints. Il a quand même bien progressé. Il l'a montré d'ailleurs en ce début de saison dans les bosses. Il était franchement impressionnant. Déjà l'année dernière dans le Poggio, sur l'attaque d'Alaphilippe, on le voit suivre cul sur la selle, en étant avec une aisance assez impressionnante, hein. Moi franchement j'étais scotché de voir Ewan aussi facile sur un puncher comme Alaphilippe, même si bon c'est le Poggio, c'est pas le mur de 8 mais quand même. Un pur sprinter qui suit le meilleur puncher du monde avec autant de facilité, ça a marqué les esprits. Peut-être que ça lui a fait prendre conscience également qu'il était capable de bien passer les bosses. C'est pas un énorme gabarit, hein. C'est pas un Marcel Kittel, c'est pas un Greppel, c'est pas un Groenewegen. Donc je pense qu'il peut vraiment être intéressant aussi à ce niveau-là. Là il a bien travaillé cet hiver sur les bosses. Il l'a déclaré lui-même, hein, d'ailleurs. Pour notamment prendre sa revanche sur San Remo, et surtout pour les championnats du monde qui seront chez lui en Australie, avec un parcours avec beaucoup de dénivelé mais pas d'ascension trop longue ou forcément trop pentue pour lui. Donc je pense qu'il va aussi avoir progressé à ce niveau-là, donc peut-être qu'il réussira à claquer quelques étapes accidentées avant même les grosses échéances qui s'est fixées. Et après, juste derrière ces deux-là, donc juste derrière Jacobsen et Ewan, je mettrais Jasper Philipsen, qui était déjà très bon l'année dernière, qui m'a semblé encore plus rapide sur l'UAE Tour. Il sort notamment un sprint, alors je saurais plus vous dire sur quelle étape, où il a pas forcément de train, où il est pas super bien placé. Enfin, il se débrouille tout seul. Il est clairement le plus rapide à l'arrivée. Donc vraiment très bon. Avec Cavendish, je pense qu'entre Philipsen et Cavendish, il y a pas une énorme différence. Je les mettrais vraiment juste en dessous Jacobsen et Ewan, mais à peu près au même niveau les deux. Et après derrière vient Groenewegen, vient Tim Merlier. Moi, si je vais faire une hiérarchie, je pense quand même, comme je l'ai déjà dit avant, Ewan est le plus pur sprinter du groupe, mais Jacobsen a le bonus quick step, comme on dit. Et donc, il y a vraiment match entre les deux. Mais derrière, il y en a un qui m'épate, c'est Philipsen. Je l'ai trouvé très costaud sur l'UAE Tour. C'est vrai qu'il se fait battre une fois par Cavendish, mais il est loin au moment de lancer. Pas tellement au moment de lancer, mais ils se font un peu enfermer dans le final. Les Alpecin montrent remonter, et donc sprint très difficile pour lui. Et il finit très fort. Cavendish très bien placé, quoi. Il finit le boulot comme il sait le faire. Donc, ouais, Philipsen m'a vraiment bien impressionné. Et donc, je le mettrais derrière les deux. Peut-être pas encore avec, mais pas loin derrière. Moi, je le mets quand même, à mon avis, au-dessus des autres. C'est-à-dire, il y a Ewan Jacobsen, puis Philipsen, et puis alors, il peut y avoir des autres, dont Cavendish. Et donc Cavendish, et peut-être Cavendish tout seul, en fait. Je sais pas qui. Je sais pas Groenewegen ce qu'il faut en penser.
Ok, je vous propose de passer à l'actu suivante. Honnêtement, je suis pas assez spécialiste que pour dire est-ce que Œil de Brooks va trop vite, est-ce que l'option choisie par Grégoire c'est mieux ou pas. Donc je voudrais un peu votre avis. Moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que je pense que Œil de Brooks c'est un tel coureur que je m'en fais pas. Je pense que le gap, j'attends pas qu'il fasse du Remco d'ailleurs. Remco il avait brillé tout de suite, là, Œil de Brooks il a déjà couru et il n'a pas gagné. Mais moi, je m'en fais pas. Petite année d'apprentissage cool et je crois que l'année prochaine, il sera déjà bien au top, quoi. Mais je voulais quand même votre avis, voir si vous pensez que c'est trop vite, s'il vaut mieux privilégier l'étape intermédiaire. Non, moi, je pense pas forcément que ce soit trop vite, à condition que ce soit bien fait. C'est-à-dire pas trop de pression sur les épaules, pas forcément aligné sur des grandes courses, trop difficile, pas forcément mettre un calendrier avec beaucoup trop de jours de course. Je pense qu'il faut adapter un coureur forcément qui est déjà au top et qui a plusieurs saisons pro. Bon, bah, on fera pas faire la même saison qu'on fera faire un Hugues de Brooks ou un Grégoire. Après, je trouve pas ça anticipé. Au contraire, je trouve que parfois on attend un peu trop. Et là, on voit avec dernièrement avec des Kovi, Pogacar, Rodriguez, Ayuso aujourd'hui qui fait 4 avec un joli numéro sur la Drôme classique. Je pense que là, on va arriver dans une époque où les coureurs vont sortir très tôt, vont être très tôt performants. Et justement, des fois, les laisser trop longtemps, les couver entre guillemets pendant un peu trop longtemps, ça peut un peu leur desservir. Donc je pense pas que ce soit trop tôt, moi, à condition, comme j'ai dit précédemment, que ce soit bien fait. Moi, Carlos Rodriguez, par exemple, qui commence à vraiment performer cette année, pardon. Alors que l'année dernière, bon, il avait montré des belles choses, mais il n'était pas encore au niveau de cette année, il était plus en train de prendre ses marques. Je pense que quand c'est des coureurs vraiment très talentueux qui sont chez les catégories jeunes, c'est plutôt cohérent. Ouais. Toi, Laurent, tu as un avis sur la question J'ai du mal à me positionner aussi, mais j'étais assez d'accord avec Blatter, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas un vrai frein. Puis si t'es vraiment talentueux, tu pourras toujours t'en sortir. On l'a vu avec Evenepoel qui gagne la San Sebastian la première saison, notamment aussi. Mais par contre, ouais, faut être sûr de soi. Et pour moi, une année de plus dans la catégorie en dessous peut vraiment aider au mental et vraiment limite si t'es vraiment plus fort, bah tu vas apprendre à vraiment gagner comment gagner toutes les courses ou quoi. Alors que si tu loupes peut-être une catégorie, bah tu vas arriver, il y aura peut-être trop gros décalage de niveau les 6 premiers mois. Et s'il y en a qui ont pas un énorme mental, bah peut-être que je sais pas, c'est pas encore arrivé ou alors pas comme ça, mais sinon je pense qu'il y en a qui peuvent vite s'écraser et puis finalement totalement disparaître et quasi la première année, ben, on n'en parle déjà plus. Et j'ai peur de ça. J'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est la seule chose qui me fait peur pour des coureurs comme ça. Ouais. Mais c'est vrai Moi, que c'est mon avis. ce que tu dis, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir une étiquette comme ça de favori et de pouvoir gérer ça. C'est un bel apprentissage aussi. On va passer à la troisième actu. Peut-être le sujet le plus délicat. Donc j'avais vu passer en fait un tweet de Rodrigo Pickens qui demandait à Milan-San Remo, à Tirreno, donc aux organisateurs, si Gazprom serait toujours invité ou s'il fallait peut-être les boycotter. Et en fait, ce qui me gêne, hein, pour être clair, moi, dans ces histoires-là, c'est que je voudrais pas que ça devienne sélectif. C'est-à-dire que on fait grandir une course cycliste en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, c'est pas le pays le plus égalitaire et le plus respectueux, notamment des femmes. Je vois, on va quitter le foot, mais le cyclisme, mais je vois qu'on fait une Coupe du Monde au Qatar où les travaux se font dans des conditions horribles. Et donc je me dis, c'est vrai que ce ne sont pas encore les mêmes situations, évidemment, hein, mais est-ce que c'est pas un peu pourquoi un et pas l'autre? Pourquoi est-ce qu'on devrait boycotter parfois certains et que d'autres choses passent alors qu'on n'est pas non plus dans les plus grandes vertus? Je sais pas si tu as un avis, Baptiste, là-dessus. Un avis un peu mesuré au final parce que
d'un sens, je suis d'accord avec toi. Et puis je me dis que si à chaque fois qu'il y a un conflit entre des pays, on commence. Bon, il y a quand même eu plusieurs conflits, hein. On avait vu avec la Turquie il y a quelques années. Et si à chaque fois on commence à boycotter des coureurs, des équipes ou autres parce que il y a un différend avec leur pays. Donc, je trouve que c'est un peu la porte ouverte comme tu dis, à une sélection qui n'a rien à voir avec le sportif au final. Après, d'un autre sens, là, c'est quand même une situation. Ce qui se passe, c'est assez inédit quand même dans l'histoire. Donc, on peut pas non plus faire comme si de rien n'était, je trouve. Surtout que, si je me trompe pas, Gazprom, c'est quand même relativement proche de Poutine. Oui, j'imagine que c'est ça qui déclenche. C'est pas tellement enfin, c'est la nationalité évidemment, mais c'est que c'est proche de Poutine, je pense, qui fait que ça déclenche le débat. On a vu aussi, et ça n'a rien à voir, c'est hors sujet, mais dans le foot, Abramovich, le propriétaire de Chelsea, qui a fait une déclaration disant qu'il comprenait la décision et la position de la Russie, et qui est un proche aussi de Poutine. Je pense que ça n'en restera pas là non plus, et je pense qu'on ne peut pas non plus fermer les yeux sur ce qui se passe quand il y a un pays qui se fait envahir et puis qu'il y a un président qui fait de telles menaces et de tels actes en Ouais. Europe. Ouais. Je sais pas, Laurent, si tu as quelque chose à dire sur le sujet. Je ne suis pas du tout expert en géopolitique non plus, mais je suis assez d'accord. Pour moi, la présence de la Gazprom à l'UAE Tour ne m'a pas gêné, dans le sens où je suis convaincu que les coureurs qui sont là n'ont rien à voir avec ce combat, avec la guerre. Ils ne veulent, je sais pas si vous avez vu le tweet de Sivakov qui disait nous on veut juste la paix, c'est pas nous. Mais dans un autre sens aussi, comme vous l'avez très bien dit, Gazprom, ça rappelle vraiment Poutine. Donc bon, est-ce que c'est vraiment l'image qu'on veut avoir de dire, on dit d'accord, c'est pas gênant, enfin c'est pas dérangeant, mais si quelqu'un, si une course dit bon d'accord, la Gazprom vous pouvez venir, ça le fait quand même un peu, eux ils laissent venir les Russes chez eux, c'est quand même bizarre. Donc dans les deux sens, je trouve ça un peu bizarre, puisque ouais, comme vous avez dit aussi, boycotter tout le monde, enfin dès qu'il y a un conflit, c'est très bizarre. Mais j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, il y aura jamais une vraie bonne solution sur ce sujet. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, en fait, je ne suis pas choqué qu'ils participent et je ne serais pas choqué qu'on les boycotte. On passe à la troisième rubrique. Les souvenirs de Mars. Donc là, je suis un peu dur. On pourrait évoquer plusieurs souvenirs, mais l'idée, c'est quand même de choisir un souvenir plus que les autres. Donc, je vais d'abord donner la parole à Laurent. Voilà, Mars en cyclisme, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ouais, Mars, moi, c'est vraiment ce qui me rappelle aussi beaucoup de beaux souvenirs, puisque c'est souvent, même si ça commence en février, là, vraiment, les courses par étapes pour le tour, même s'il y avait l'UAE, ça reprend bien. Tout le monde commence vraiment à se réintéresser au cyclisme. Et moi, je voulais juste revenir sur la victoire de Tish Benoot au Strade Bianche, il y a de ça maintenant 3 ans, 2018, donc ça fait 4 ans maintenant déjà, où il dépose tout le monde, enfin il dépose Romain Bardet et Wout van Aert, même si Wout van Aert à ce moment-là, c'est seulement sa première saison sur route, il était encore chez Verada Williams, mais je me souviens que moi, je venais de prendre l'antenne à ce moment-là et je vois comme il revient sur Bardet qui était devant, il le dépose et moi devant ma télé, j'étais comme un fou et il a été prendre la plus belle ligne de son palmarès ce jour-là. Il était tellement monstrueux, j'avais les étoiles plein les yeux et j'espère qu'on aura encore des belles classiques de ce calibre puisque vraiment ce jour-là, j'ai vraiment eu des émotions que j'ai envie de retrouver tout au long de ces classiques qui vont arriver. Toi, Baptiste, dis-moi un petit peu à quoi tu rapportes le mois de mars en cyclisme. Pour moi, le mois de mars, ça me rappelle, bon, surtout en étant plus jeune, Paris-Nice. En général, c'est la première course que je regardais de la saison. Et pour moi, quand Paris-Nice commençait, c'est la première course qui était diffusée sur France Télévisions. Donc en clair, tous les après-midi, la première course par étape, avec généralement un gros plateau. Je me rappelle de Contador qui venait presque chaque année, de Gislon Sanchez, etc. Ça me rappelle vraiment pour moi le vrai début de saison, même si, comme l'a dit Laurent, il y a des courses aussi en février, c'est des courses quand même un peu moins prestigieuses.
Mars, il y a Paris-Nice, il y a Tirreno, il y a l'Estrade qui a une cote de popularité qui monte pas mal ces dernières années. Il y a le premier monument avec. Pour moi, c'est vraiment le premier mois où on est vraiment à. En souvenir, j'ai plusieurs victoires sur San Remo, donc Nibali, hein, pourtant je ne suis pas le plus grand fan, mais la victoire en solitaire de Nibali à San Remo, c'était quand même quelque chose, parce qu'on sait que c'est quand même compliqué de s'imposer tout seul là-bas. En général, il y a beaucoup de sprinters, il y a beaucoup de trains. Le Poggio, bon, c'est compliqué, on peut faire des différences, mais en général, de là à faire vraiment un coup et finir tout seul, c'est quand même très rare. Ouais, ça m'avait pas mal marqué cette victoire. Ouais. Oui, bah ouais, c'est vraiment, il y a pas mal d'éditions qui ont été sympas quand même. Moi, je vais. Alors, vu que c'est Mercurialis, je triche, je cite 2 trucs, mais sans développer. En fait, le problème, les 2 trucs que je cite, c'est trop récent. Alors, j'ai pas envie de les mettre dans les souvenirs. Mais Stuyven, qui est un de mes chouchous qui gagne Milan-San Remo, je pense que si on refait des émissions comme ça dans plusieurs années, je citerai ça à tous les coups. Et puis, juste pour l'image, la petite mine de Van Der Poel au Strade, je crois que ça restera aussi. Ouais. Mais voilà, vu que c'était un peu récent, étonnamment, moi qui suis fort classique, mon souvenir, c'est Paris-Nice et c'est Solaire. Solaire qui renverse la course le dernier jour. Alors j'ai un peu regardé, bon je me rappelais qu'il renverse la course, mais je suis allé revoir un peu les écarts. Donc il était à 37 secondes avant la dernière étape, et il joue le tout pour le tout, magnifique dans sa résistance. Derrière, c'est Simon Yates qui était leader, et ça se bat, et les écarts qui restent, et qui diminuent un petit peu, et il est vite leader virtuel, et puis ça va pas le faire, ça va le faire, ça va pas le faire, ça va le faire, et finalement il le fait, et il gagne 4 secondes d'avance au général sur Yates. Et ouais, depuis ce moment-là, en fait, Solaire, c'est un coureur un peu particulier, et il y a eu pas mal de choses qui se passent au niveau de son caractère, et puis il se rate, etc. Mais depuis ce Paris-Nice, mon Solaire, je suis archi fan en fait. Il peut rater tout le reste de sa carrière, je serai toujours derrière à le soutenir. Il m'a vraiment fait rêver ce jour-là, c'était magnifique comme offensive. La course de mars que vous attendez le plus pour cette saison? Je dirais quand même San Remo. J'ai hâte quand même de voir, de voir la vraie reprise des courses pas être de Tirreno et Paris-Nice, mais je dirais quand même San Remo pour la simple et bonne raison que c'est probablement même une des courses de la saison sur laquelle je me pose le plus de questions en fait. Il y a tellement de vainqueurs possibles, il y a tellement de scénarios possibles. On sait aussi s'il y a Pogacar, si je me trompe pas, il y aura Roglic aussi. On sait que c'est le genre de coureurs qui vont pas y aller pour faire de la figuration. Donc je pense que ça risque d'attaquer fort dans le Poggio. Il y aura aussi des purs sprinters qui voudront passer. Il y aura aussi les punchers qui essaieront de les faire craquer justement au Poggio. Donc je pense qu'on peut avoir un final vraiment explosif avec une bonne vingtaine de coureurs qui peuvent gagner sur le papier. Entre justement tous les meilleurs punchers et puis tous les sprinters qui passent bien les bosses, comme Ewan, comme Pedersen, comme Wout van Aert, forcément, qui sera un des gros favoris aussi. Donc, ouais, j'ai hâte de voir le final de San Remo, la façon dont ça va être animé et quel vainqueur on va avoir. Toi, Laurent, il y a une course que tu attends en mars plus que les autres? J'allais partir sur Milan-San Remo aussi. Pour la première fois, j'avais une grosse hype, mais puisque Baptiste a dit, c'est exactement mes raisons. Je vais partir sur une autre course. Je vais partir sur le Tirreno Adriatico, qui a vraiment une très très belle star list au départ. En tout cas, on annonce déjà du Pogacar à la Philippe Evenepoel, Vingegaard qui ici en forme, et puis on annonce des Carapace Mas, pardon. Donc franchement, l'année passée, c'était peut-être une des plus belles courses de la saison. Et vu la start list, j'espère qu'on pourra avoir pareil. On n'aura pas de Van Der Poel parce qu'il est toujours blessé et j'espère qu'il va revenir très vite. Mais je pense qu'il y a moyen d'encore avoir du très très beau. Et encore, parcours du Tirreno, c'est toujours un parcours que j'adore où c'est rarement toujours plat, enfin c'est rarement plat et beaucoup de petits trucs raides. Moi, ça, franchement, j'adore. Donc, je pense qu'on pourra avoir du très très beau et même en sprinter, hein, on aura Merlier qui sera là, on aura des marques, il y aura peut-être plus de chance.
Le retour de Matthews peut-être aussi. Donc franchement, j'ai hâte de cette course aussi. Oui, ben, je souriais au début parce que donc tu avais prévu Milan-San Remo, Baptiste a dit, donc tu travailles sur Tirreno, et moi j'avais prévu Tirreno, tu vois. Mais, Non. je vais rester sur Tirreno quand même. Alors, Milan-San Remo, d'abord, c'est une course que j'attends. Ce n'était pas ma course préférée dans le passé, enfin ça ne l'est toujours pas, hein, mais effectivement je vous rejoins un petit peu. Je l'aurais quand même pas mis en 1. J'ai hâte et je vais faire un peu de la pub en fait, et ça fera certainement sourire Alexis. J'ai hâte parce qu'on vous réserve une petite surprise avec Alexis pour Milan-San Remo notamment. En tout cas, la première échéance, vous l'aurez un peu avant Milan-San Remo. Et je suis très curieux d'avoir vos retours. J'espère que ça vous plaira. Donc j'ai un peu hâte parce que je suis curieux que vous découvriez ça, quoi. On a fini, on n'attend plus que la mise en ligne. Alors j'aurais pu citer l'Estradé, qui est une des courses que je préfère, mais effectivement cette année j'attends plus Tirreno. Un peu pour ce que tu dis, Laurent, mais sinon c'est très basique. C'est le premier affrontement Pogacar-Remco sur une course à étapes, et je veux voir. Bien évidemment que Pogacar reste, enfin, plus de référence et c'est le favori entre les deux, ça c'est sûr et certain. Je prétends pas que Remco puisse déjà le battre, mais je veux voir où est la différence, je veux voir ce qu'il peut faire. Et, puis vu que je suis un éternel optimiste avec Remco, je veux même pas partir battu d'avance. Et je veux voir s'il peut le faire en fait. Là on parle de Tirreno, on parle pas du Tour. Hein. Sur le Tour, je partirai battu d'avance, mais sur Tirreno, je suis curieux. Je suis très très curieux de voir ça. J'ai pas le parcours en tête de Tirreno. Il y a combien de kilomètres de contre-la-montre à peu près? Ah, j'imagine qu'il y a le chrono habituel, là, enfin. C'est 10 Dire ça km, je pense, plus ou moins. Une dizaine de kilomètres. Il y a 13,9 km l'étape A. Ça Et change, pas hein. pas de chrono en fin de Tirreno. Ouais, 14 km. Ouais, ça peut pas faire une énormissime différence, à mon avis, quoique. Voilà le dernier chrono, voilà, mais Voilà. Ça peut déjà faire une vingtaine de secondes, ça peut compter. Ça, ça peut jouer, ça va jouer. ok, parfait. Donc voilà, il me reste à vous remercier en tout cas pour votre participation. Je savais en vous invitant que ce serait très sympa et je ne suis pas déçu. Parfait. Ça me fait bien plaisir de parler avec vous. Plaisir partagé évidemment.